bon verre de scotch qui m'a bien revigoré, tandis qu'Angus buvait son habituel thé bouillant, et avant d'avoir pu dire ouf, nous étions déjà à Vancouver en direction de notre hôtel. Mais quelque chose clochait. C'étaient mes oreilles. Elles ne s'étaient pas débouchées. J'ai essayé les vieux remèdes, bâiller, avaler ma salive, me boucher le nez et souffler comme si je me mouchais, mais rien ne marchait. J'ai abandonné en pensant que tout rentrerait dans l'ordre pendant la nuit. Mais quand je me suis réveillé le lendemain matin, oh merde! C'était comme si je portais une cagoule en peau d'ours. Et bien au contraire, mon audition avait empiré. Je ne me suis pas senti le courage d'en parler à quiconque au petit déjeuner. Lorsque vous êtes le chanteur d'un groupe, les autres membres du groupe, les techniciens, le management, les employés, la maison de disques et plus important que tout, les centaines de milliers de fans comptent tous sur vous pour que vous montiez sur scène et que vous fassiez votre job, quoi qu'il arrive. Je me suis donc dit que mes oreilles finiraient par se déboucher. Elles l'avaient toujours fait. Quand nous sommes montés sur scène au BC Place, un autre stade mais cette fois couvert, Angus avait l'air de s'être quasiment débarrassé de sa fièvre. Mais quant à moi, je n'étais pas tiré d'affaire. Puis, ce fut le désastre. Aux environs des 2/3 du set, mes oreilles ne distinguaient plus du tout les tonalités des guitares et je me suis retrouvé complètement perdu dans les tonalités des morceaux. C'était comme conduire dans le brouillard, tous les repères avaient complètement disparu. C'était la pire expérience que j'avais jamais traversée durant ma carrière de chanteur. Et c'était d'autant plus terrifiant qu'il restait encore plusieurs morceaux à jouer devant des dizaines de milliers de fans qui avaient payé leurs billets. Mais, bon an, mal an, je m'en suis tout de même sorti, et si les gens s'en sont aperçus, ils ont été trop gentils pour m'en faire la remarque. Avec seulement 2 concerts restants sur cette partie de la tournée, à la TNT Park à San Francisco et le Dodger Stadium à Los Angeles, je me suis dit que je pouvais continuer, que mes oreilles finiraient par se déboucher, car il me semblait impossible que ce ne soit pas le cas. Mais la même chose s'est reproduite sur ces 2 concerts. Aux 2/3 du set, j'ai perdu la tonalité des morceaux et j'ai été dans l'incapacité de la récupérer. Pire encore, je ne pouvais même pas entendre la conversation dans la loge après le concert, ni plus tard, quand nous sommes allés au restaurant pour dîner. Je me contentais de sourire et de hocher la tête en faisant semblant que tout allait bien. Mais à l'intérieur, j'étais en panique. Depuis qu'Angus avait formé AC/DC en 1973 avec son frère Malcolm, au départ avec Dave Evans au chant, puis avec le légendaire Bon Scott, et enfin avec votre serviteur, ça avait toujours été un groupe de tout ou rien, sans compromission. Prenez par exemple les murs d'ampli que nous utilisons sur scène. Beaucoup de groupes utilisent de faux amplis ou des enceintes sans haut-parleurs pour avoir le même look agressif et impressionnant. Pas AC/DC. Avec AC/DC, ce que vous voyez, c'est ce que vous entendez. Et ce que vous entendez, c'est le groupe qui joue le plus fort à la surface de la Terre. Et puis il y a Angus. L'intensité que ce gars apporte sur scène, le tourbillon d'énergie qu'il peut générer pendant plus de 2 heures, c'est effrayant. Il est incapable de s'arrêter. Quand il revient dans les loges après un concert, il est lessivé. Il tient à peine sur ses jambes en manque d'oxygène. En dehors de la scène, l'Angus normal est ce garçon charmant à la voix douce d'environ 1,55 m. Mais sur scène, quelque chose se produit en lui. Il se transforme. Quand il va pisser avant le concert, il est encore Angus. Mais lorsqu'il revient et qu'il est au bord de la scène, vous l'avez perdu. Vous ne pouvez pas le regarder dans les yeux et lui dire « Bon concert ». Il n'est plus là. Le Dr Jekyll est devenu Mr Hyde. Et là, il décolle. Il grimpe sur scène dans sa tenue d'écolier, sa Gibson autour du cou. Il lève le poing face à la foule, et c'est 50, 60, peut-être 100 000 personnes qui perdent la tête. Il n'a même pas encore joué une note, c'est juste l'assurance de son attitude, ce grognement dans ses yeux. Qui d'autre peut faire cela? Peut-être qu'Elvis Presley ou Freddie Mercury pouvaient le faire à l'époque, mais aujourd'hui, Angus est le seul. Et le bonhomme peut bouger comme le meilleur danseur. Les hanches, les jambes, il dépasse Chuck Berry faisant son Chuck Berry. Lorsque vous êtes sur scène à côté de lui, c'est la chose la plus incroyable à voir. Bien sûr, durant la majeure partie de l'histoire d'AC/DC, Angus avait son contraire sur scène sous la forme de Malcolm. Tous les enfants Young, qui étaient nés à Glasgow mais qui avaient émigré avec leurs parents à Sydney en Australie au début des années 1960, étaient musiciens. Un des frères d'Angus, George, était une des plus grandes pop stars d'Australie avec les Easy Beats. Il a également écrit une des chansons les plus populaires de tous les temps, Friday on My Mind. Malcolm était tout aussi intense que son frère cadet. C'est juste qu'il ne cherchait pas à être au centre de l'attention. Il s'avançait jusqu'au micro pour chanter ce qu'il avait à chanter, puis il retournait vers ses amplis en laissant le chant libre sur scène. Mais ne vous y trompez pas, Malcolm était le cœur du réacteur nucléaire du groupe.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.